Salut tout le monde, bienvenue à Loin de Sans Foot. Olivier Brett avec vous en compagnie de Jean Gounel et Sidney Faux, des gars que j'ai l'impression de ne pas avoir vus depuis 6 mois parce que depuis ce temps-là, le Canada est qualifié pour le prochain tour. L'Euro a joué une semaine. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Louis Binks est parti. Le CF Montréal est maintenant pas à 3 semaines et demie de reprendre l'action, mais à quelques jours seulement. On va parler de tout ça. On répondra à Ah, vos questions dans notre segment Sujet chaud aussi. Mais d'abord, les gars, félicitations pour votre job la semaine passée. J'espère que vous n'êtes merci. pas trop ennuyés. Moi, je vais vous avouer que dans le spa, j'ai eu une petite pensée pour vous au chalet, mais ça s'est limité à ça. Comment ça va, les gars? Ça va bien, merci. Nestor Pitana. Oui, Nestor Pitana qui est. Écoute, j'allais dire, on pourrait faire un film avec lui, mais littéralement, là, c'est un acteur, le gars. Il est fantastique, fantastique. C'est Bon, on aura. l'arbitre argentin qui est à la Copa América et qui entame toutes ses mi-temps avec une gestuelle wow, impressionnante. C'est comme si tu prends Howard Webb puis Pierluigi Collina, puis tu fais un love child avec les deux. Ça donne pas mal Nestor Pitana. Son intensité, son Yeah. autorité, la carrure aussi. Bref, Nestor Pitana n'était pas dans nos sujets, les gars, mais Non. félicitations, Jean, tu as réussi à le plugger bien comme il faut. On va commencer par notre segment à Ouais. domicile, si vous le voulez, avec Sid, le départ de Louis Binks, que personnellement, j'attendais pas. On décide de résilier son prêt. En fait, il est déjà rentré en Italie. Il va commencer la saison là-bas en Serie A avec Bologne. Une question en deux temps. D'abord, est-ce que toi aussi, tu as été surpris? Et là, est-ce que ça force Olivier Renard à bouger, à ajouter quelqu'un en défense? Écoute, c'est un scénario qui était envisageable à partir du moment où il s'est blessé et qu'il n'allait pas nécessairement prendre part à la première partie de la saison. Son contrat qui est donc était à échéance, enfin son prêt qui était à échéance en décembre. Tu pouvais imaginer ce scénario-là où finalement il reprendrait avec son club, avec en corrélation les succès de Montréal. Je pense Mhm. pas nécessairement que si la défense montréalaise prend l'eau de toutes parts, que Binks retourne à Bologne. Donc il y avait un scénario où il y a une sorte d'alignement de planètes où c'était possible. C'était quand même surprenant aussi, puisqu'on avait envie de voir l'année 2 de Binks. C'était quelque chose qui était très discuté et que même dans cette défense-là qui tournait plutôt bien, on voulait voir comment Binks serait utilisé, à quel rôle, à quelle position. Donc il y avait quand même beaucoup de... Sachant aussi qu'il est très apprécié de la part des partisans. Du côté d'Olivier Renard, ça libère une passe internationale. Ça, c'est toujours un atout très important, surtout pour un club canadien, Les lorsqu'on connaît les Canadiens, ben règles ouais. de la MLS. Dans la hiérarchie, enfin plutôt dans les profils, on a maintenant 4 défenseurs qui peuvent occuper les places axiales. Ça peut être un peu mince, sachant que le quatrième est Waterman. Malgré ses bonnes performances dans les 2 derniers matchs, il n'est pas non plus une assurance touriste. Donc il y aurait la tentation d'aller chercher un autre défenseur pour combler ce départ, car la configuration défensive de Wilfried Nancy, c'est avec 3 centraux. C'est pour Ouais. ça que je pense que ça pose un défi de n'en avoir que 4 dans ton effectif. Ouais, c'est un très bon point. Le seul qu'on pourrait ajouter à ça, et là en bon français, c'est un stretch, Sid, j'en conviens, mais c'est Zoran Basson à qui j'ai parlé cette semaine. Il a déjà joué dans une défense à 3 et il a dit que son poste, il est très honnête, là, son poste naturel, c'est dans le couloir sur la gauche, mais il serait capable de venir donner un coup de main, sachant que on a fait 2 ans avec un défenseur latéral gauche, en fait, maintenant latéral droit avec la Finlande comme défenseur Yeah. central en Jukka Raitala. Est-ce qu'on peut avoir une. Dans le fond, c'est que tu paries sur la santé des gars qui sont là puis qui font le travail depuis le début de la saison. Mais les matchs vont se bousculer à un moment donné. Je suis d'accord avec toi que ça devient un peu mince. Pour conclure sur le dossier Binks, Jean, je me souviens avoir discuté à la radio avec Olivier Renard pour lui demander c'était quoi le master plan dans le cas de Louis Binks. C'était toujours, très assumé, de lui donner de la valeur. Il en a pris beaucoup l'année passée. Il a joué énormément. C'était sa première saison chez les pros. On lui fait signer un contrat à Bologne. On le prête immédiatement à Montréal, un prêt qui a été prolongé. Mais l'idée, c'était toujours de l'avoir dans le club où il y avait le plus de chances de jouer, de s'améliorer et, par procuration, de jouer des minutes. Là, à partir du moment où tu l'envoies là-bas,
Si le CF Montréal est pour gagner à quelque part là-dedans, il faut qu'il joue, il faut qu'il y ait des minutes et qu'il continue de prendre de la valeur. Bah, assurément, oui, c'est certain. Bon, là, on parle de résiliation de contrat, donc ça veut dire qu'il y a eu un rappel aussi et donc une demande assez nette et explicite de la part de Bologne. Donc, il faut effectivement aller dans ce sens-là, vivre avec, regarder, on regardera ce que va faire Bings à Bologne, déjà au niveau de ses présences, etc. Mais pour revenir sur ce que disait Sid, ouais, il va y avoir un questionnement sur Olivier Renard. Clairement, on sait qu'au niveau du nombre, comme vous l'énumériez tout à l'heure tous les deux, sur la fin de saison, ça ne suffit pas. D'accord? Donc, il va falloir trouver, on sait qu'il se passe que plus tu as d'ambition, et on l'espère qu'il y aura ces ambitions-là d'ici septembre-octobre, plus ça devient difficile que les 2 derniers mois de saison. C'est là que tu vois les blessures accumulées, sans parler bien évidemment de l'usure avec tout le temps de jeu de la saison. Donc, c'est vraiment juste. À mon avis, c'est même un peu trop court. Maintenant, ça rentre dans le projet et dans la vision que peut avoir Olivier Renard. Est-ce que je travaille sur du court, moyen, long terme? On en a déjà parlé beaucoup. Est-ce que c'est nécessaire de sauter tout de suite sur une occasion rapidement là pour envisager les derniers mois de la saison, ou est-ce que je regarde un peu plus long parce que j'ai une place internationale à jouer, etc. Donc effectivement, ça rentre là-dedans. Écoute, je pense que le dossier Biggs a été bien géré dans la mesure où l'année dernière, il n'y a pas de problème, il a été utilisé énormément, il a progressé. Moi, en début de saison et même en milieu de saison l'année dernière, je n'étais pas autant vendu que vous derrière Biggs. Je trouvais qu'il y avait quand même encore pas mal de déchets. Je peux dire qu'il a progressé. Il a progressé clairement. Et qu'il y avait encore une grosse marge de progression et de manœuvre pour cette année. Il a fait à Bologne et c'est vraiment dommage parce que dans la configuration actuelle, tu avais vraiment envie de le voir. Bon, fait que là, Sid, si tu as bien compris, si on veut savoir exactement ce que j'en pense de nos commentaires, il faut attendre que le gars parte de Montréal, puis là, tout d'un coup, on a ces vraies impressions. Sid, juste en quelques secondes, parce que je trouve qu'on est loin du match, mais en même temps, on n'aura pas d'émission avant la prochaine rencontre du CF Montréal qui va se disputer à Miami face au DC United mercredi prochain. T'entrevois quoi comme match? C'est quoi que tu vas surveiller? Du match piège. C'est une équipe qui est effectivement là en ce moment classée environ 10e de l'Est. Mais c'est une équipe qui est vraiment beaucoup plus intéressante que s'affiche le dit. C'est une équipe qui crée beaucoup d'actions, juste comme ça, comme des joueurs comme Flores ou Ariola, qui tirent énormément. On a au moins 3 joueurs qui ont plus de tirs que le premier tireur qui est Kyoto du côté de Montréal. Donc, par exemple, ils ont perdu contre Philadelphie 1-0, mais ils ont surtiré, je sais pas c'est quoi le vrai terme en français, et ils ont plus tiré que Philadelphie 17 fois à 7. Pour te donner un ordre d'idée, ils avaient peut-être 55% de possession du ballon. Donc c'est pas une équipe qui est peut-être aussi prenable qu'on peut le croire lorsqu'on voit leur fiche avec 3 victoires et 5 défaites. C'est une équipe pour laquelle il faut se méfier. Il y a Ola Kamara aussi, un joueur très intéressant. Donc je pense que ça peut être vraiment une belle opposition et d'une équipe qui a beaucoup de problèmes dans le passé de United, mais qui semble un petit peu sortir tranquillement la tête de l'eau. Et tu cherches le terme exact qu'on utilise en MLS pour la statistique d'une équipe qui surtire, on dit qu'ils sont en mode Rambo. On me dit, ceux qui sont en charge des Power Rankings, c'est exactement la formulation qu'ils utilisent. Jean, si on se décolle un petit peu de la MLS, puis on se concentre sur ce qui domine l'attention sur la planète foot en ce moment, le soccer international, les Canadiens, c'est fait ce fameux match piège, ou en fait aller-retour piège face à Haïti. On est passé à travers avec un peu d'aide d'un gardien haïtien né à Montréal. Je ne sais pas si ça faisait partie du master plan de John Herdman, ça, mais pour la première fois quand même au 21e siècle, les Canadiens sont au 3e tour. Avant, c'était l'hexagone. Là, c'est l'octogone. Ça annonce un automne vraiment intéressant. Oui, c'est ça. Ça va être quelque chose. Ça va être une projection vraiment, vraiment intéressante et chouette parce que effectivement, ces 2 matchs contre Haïti, on en parle depuis plusieurs mois. On savait que le premier tour de la phase de groupe allait être plus un moment pour dérouler et faire un certain nombre
préparation, d'ajustement. Avec ce dernier match ou cet avant-dernier match contre Suriname, il fallait un petit peu négocier un peu plus sérieusement, on va dire. Avant ces 2 matchs contre Haïti, bon, premier match là-bas, bien, sérieux. J'ai bien aimé l'analyse de Herdman, bon, qui revient sur le but marqué à l'extérieur, avec une victoire derrière, ce qui est encore mieux. Mais à la fin, c'est surtout son analyse à la fin. Il dit, regarde, on est en contrôle. Pour la première fois, peut-être, on est en contrôle d'une situation. Et ça, j'ai vraiment bien aimé parce que ça c'est effectivement le message qui passe tout au long. Les gars, vous contrôlez les choses. C'est bien, il n'y a pas de problème. Tu le vois lors du match retour. Une mi-temps où ils attaquent, où ça ne sourit pas, où il y a peut-être des choix un petit peu bizarres offensivement, mais il y a aussi un nombre d'occasions, le gardien sort bien, ou les défenseurs font du travail, etc., où tu crées des occasions, tu peux te décourager. Non, ils ont continué. Et en contrôle, bon, effectivement, ils ont été aidés en deuxième parce qu'il y a c'est plus magique, mais écoute, sur l'ensemble, ouais, tu vois une équipe qui était bien, qui avait confiance en elle et qui était là. Il n'y a jamais eu les moments un peu de délire du match il y a 2 ans, par exemple. Oui, et moi, j'ai beaucoup aimé aussi les commentaires de John Herdman. Je l'ai entendu avec nos collègues de TSN hier. Luke Wildman parlait avec lui. Et de l'entendre à chaque fois qu'il parle des succès du Canada, il essaye, c'est un effort conscient d'amener les filles dans le discours aussi. Puis moi, j'aime le fait qu'il ne soit pas en train, je ne veux pas dire lever le nez, parce que Herdman n'aurait jamais levé le nez sur ce qui l'a amené là, mais tu pourrais vite l'oublier, puis être 100% focus sur les gars et de tout le temps sentir qu'il parle du soccer au sens large au Canada. Je pense que c'est une super nouvelle. Il parle aussi de créer une nouvelle vague, une nouvelle génération de fans du Canada qui se rangent derrière les équipes nationales. La grande question, c'est est-ce que, Sid, on va être capable de mousser cet intérêt-là avec des matchs à Montréal à l'automne? On s'entend qu'à l'hiver prochain, on va oublier ça. Là. Ça va se jouer à Vancouver, à moins qu'on nous invente quelque chose au BMO Field. Mais à l'automne, est-ce que tu vois la possibilité de jouer des matchs à Montréal? Je le souhaite. Maintenant, si le passé est garant de l'avenir, on va oublier ça assez rapidement. Donc, il y a eu un match en 2010 contre le Honduras. Il y a eu le match en 2017 contre Curaçao avec le but de Jackson Hamel. Ouais. On ne semble pas avoir beaucoup de rapprochement entre Canada Soccer et Montréal, historiquement du moins. S'il y a une volonté du type épiphanie qui surgit d'ici l'été, ce serait vraiment bien justement que le Canada soit un produit pour tout, pour l'ensemble du pays, donc avec des matchs à Vancouver, à Toronto et à Montréal. Je suis plutôt sceptique. Peut-être qu'on a aussi en tête que le match contre l'Honduras, qui est l'un des matchs qui serait dans la première fenêtre internationale, avait été quand même plus occupé par des Honduriens que par des Canadiens. Mais bon, c'était il y a 10 ans. Il n'y avait pas Fonso Davis, il n'y avait pas Jonathan David, il n'y avait pas toutes sortes de joueurs qui nous donnent envie d'aller les supporter. Donc voilà, j'espère qu'il y aura une volonté d'amener justement, je pense, Canada Soccer à un autre niveau. Et ça passe, je crois, aussi par des matchs à Montréal. Débat aussi plus large, ça passe peut-être aussi par une couverture télévisée, et bien que le travail qui est fait par le diffuseur actuel sur le web est quand même appréciable. Donc voilà, il y a toutes sortes de choses qui sont à prendre en considération pour avoir ce momentum jusqu'à 2022 et la Coupe du Monde au Qatar. Mais Sid, tu as 3 mois. Puis tout ce que tu as dit là, je suis 100% d'accord avec toi, puis le scepticisme, je le partage. Et là, tu as 3 mois. Si ça tente, là, moi, je ne comprends pas pourquoi la Ville de Montréal, déjà, que ce soit Valérie Plante, que ce soit le CF Montréal aussi, de se placer en pôle important, comme tu l'as dit, pour moi, il faut que tu essaies. Si ça ne marche pas, si Canada Soccer ne veut pas, si pour des raisons quelconques, tu as des conflits de OK, je suis capable de. D'ailleurs, il n'y a pas de conflit avec les matchs de MLS. Il y a des fenêtres, puis c'est des fenêtres qui vont être chargées en s'il vous plaît, parce que tu vas jouer 3 matchs à chaque fois. Mais il n'y a pas de conflit avec les matchs de MLS, donc pas de conflit
de facto avec des matchs potentiellement au Stade Saputo. Là, je ne peux pas croire qu'on ne sera pas revenu rendu au mois de septembre. Là, on s'entend. Là, moi, je m'attends à ce qu'ils reviennent au cours du prochain mois. Mais de s'annoncer comme étant volontaire pour accueillir ça, tu sais, à quelque part, là, tout ce qui a été fait depuis le mois de janvier, c'est pour faire de Montréal pas un pôle important pour le Canada, un pôle important pour le soccer sur la planète au grand complet. Pour moi, il faut que un peu comme tu utilises ton centre Nutrilait pour accueillir les Chelsea, les Real Madrid et compagnie, il faut que tu utilises ton Stade Saputo pour créer quelque chose. Après, si les billets ne se vendent pas, je suis désolé, mais Soccer Canada, le marketing est catastrophique. Donc, peut-être que toi, tu peux faire quelque chose, mais tu as 3 mois. L'idée, c'est que tu vives quelque chose dans ce stade-là, que tu en fasses un lieu de rassemblement. Puis, écoute, dans une année, là, où ça s'en vient, là, les gars, il va les avoir, les premiers matchs. On va avoir, si tu es rendu à 3500 personnes au Centre Bell, à l'intérieur, ça va être combien au Stade Saputo quand on va réouvrir? Si on y va au prorata, au pourcentage, puis au fait que tu es dehors, ça devrait être pas mal plus. Ce qui s'en vient, c'est les démonstrations des fans. C'est sûr qu'on va le vivre, ça. Les Ultras vont débarquer, peut-être le 16-42, puis il va y en avoir des démonstrations. Là, je parle des fans du CF Montréal. Mais si tu amènes une autre compétition qui est du soccer quand même, du soccer autour duquel il y a un buzz, parce que cette équipe nationale-là, tu le disais tout à l'heure, Alphonso Davies, Kyle Larin, la dernière fois, tu te rappelles-tu, Sid? Le match contre le Curaçao, c'était une catastrophe. C'était la semaine d'après, je pense, qu'il s'est fait prendre ayant pris de la boisson au volant en Floride. Il était tout croche dans sa carrière à ce moment-là à Orlando. On est ailleurs. Pourquoi pas en profiter puis accueillir ça au Stade Saputo ou au minimum être vocal dans notre volonté de l'accueillir. Après, si le reste du Canada veut rien savoir d'envoyer des matchs ici, ben, on tirera les constats qu'on a à tirer. Mais bref, j'ai très, très hâte de voir comment tout le monde va se positionner là-dessus au cours des prochaines semaines. On va passer à notre segment en temps additionnel, les gars, parce que, tu sais, oui, le Canada, oui, la MLS, mais surtout l'Euro et, Jean, on a le plaisir de couvrir ça sur nos ondes à RDS. La Copa América, tes premières impressions, là, il y a un match qui a été joué. Il y a même des équipes qui n'ont pas joué jusqu'à maintenant, en l'occurrence l'Uruguay et le Pérou. Pérou qui joue ce soir, d'ailleurs, face au Brésil. Tes premières impressions, c'est quoi? C'est le Brésil pour l'instant, parce qu'on voit que c'est l'équipe qui entre dans ce tournoi en ayant déjà une forme, une préparation, une organisation qui sont assimilées. On voit qu'elle ne débarque pas en disant bon, on va essayer de faire ça et on va essayer de faire ça. C'est déjà complètement rentré, c'est déjà complètement assimilé. Après, on fait tourner. La valeur ajoutée, c'est Neymar, c'est certain. D'une équipe, alors là, je parle uniquement du premier match. D'une équipe qui a voulu beaucoup faire sur Neymar en début de rencontre. On a essayé de rééquilibrer un petit peu les choses pour que ce soit un peu plus ouvert. Et ça a été d'ailleurs une super idée parce que tu vois qu'il y a une profondeur là-dedans que tu fais rentrer. Tu avais Lucas Paqueta en première mi-temps, tu fais rentrer Everton Ribeiro qui a complètement changé la dynamique offensive. Et tu sais que tu as encore pas mal de monde sur le banc. Tu as Firmino qui n'est pas rentré, Fabinho qui est rentré en toute fin de match. Bon, enfin, donc, personnellement, c'était le Venezuela, c'était le premier match. Mais ce que le Brésil a montré là, je les vois une coche devant tout le monde. Le gros favori, c'est l'Argentine. Perfectible, complètement perfectible. J'aime bien une certaine idée derrière, parce que c'est une équipe qui essaye de rejouer, qui a trouvé une cohérence au milieu de terrain autour de Messi, avec Paredes, De Paul, Lo Celso, qui a été très bon. Enfin, ce milieu-là est très très bon et je trouve qu'il offre vraiment une autre dimension. Messi prend un certain rôle. Par moments, il ressemble même à un numéro 10 à l'ancienne, c'est un peu reculé. Il arrose des longues ouvertures et tout. Ce qui ne l'empêche pas de venir balle au pied, provoquer comme il fait d'habitude, mais peut-être qu'il se donne aussi une petite possibilité d'éviter de provoquer comme il commence à user. Donc, il se donne cette possibilité-là. Il a le talent de le faire, un petit peu à la Maradona à une époque qui était capable de longues ouvertures comme ça. Bon, sinon, derrière, c'est clairement pas ça. Hein. L'action qui amène le but chilien, et on les a vus aussi en qualification Coupe du Monde, les Argentins, c'est pas très beau. Et tu peux pas gagner que ce soit avec une défense qui laisse des ouvertures, des trous de 10 mètres comme ça. Donc, il y a un réglage. Maintenant, j'attends de voir une équipe qui est toujours solide, c'est l'Uruguay, qui n'a pas encore joué, contre l'Argentine d'ailleurs. Ça va être beau.
Et puis, après, je suppose que la Colombie est capable de dérouler encore mieux parce qu'elle a montré des choses intéressantes. Et on va voir. Mais pour l'instant, je te dirais que le Brésil reste une coche au-dessus. Oui, et là, moi, je sens que quand Jean Gounel nous dit l'Argentine contre l'Uruguay, ça va être beau, il faut entendre, ça va être possiblement une boucherie aussi, parce que l'Argentine contre le Chili, aïe aïe, ça a brassé pas à peu près Ça devrait. dans ce match-là. Sid, ce qui est intéressant avec des compétitions en simultané comme ça en Amérique du Sud, c'est exactement la même compétition sur 2 continents différents. Mhm. C'est là que tu vois à quel point c'est le même jeu, mais c'est pas le même jeu. C'est vrai qu'il y a un gros contraste dans la façon. L'aisance technique des joueurs sud-américains est quand même supérieure à pas mal de tout ce qui se fait en Europe. On a l'Espagne qui pourrait jouer une Copa sans problème, mais il y a quelque chose dans la façon de toucher le ballon, genre comme de faire des petites passes, de multiplier, d'une part, et de l'autre côté, il y a une agressivité, pour parfois pas dire violence, dans le jeu de choses qu'on ne voit plus en Europe, quoi. Ça fait 20 ans, 30 ans qu'on joue plus comme ça du tout en Europe. On a vraiment l'impression de voir parfois de la première ligue des années 80 avec un laxisme dans l'arbitrage, avec aussi des scènes de joueurs qui se précipitent sur l'arbitre à chacun de ses fautes, qui ont été un peu, bannis du football européen de haut niveau. Donc il y a une vraie différence là, et le contraste est encore plus marquant parce qu'on voit aussi une différence entre, je te dirais, au niveau structurel, au niveau de l'UEFA, qui a des stades prêts pour accueillir une compétition, du côté de la Conmebol, qui a donné ça au Brésil peut-être 4-5 jours avant la compétition, dans des pelouses qui sont encore utilisées dans le championnat brésilien, donc à huis clos, une VAR qui est encore à l'ancienne, je dirais, du côté de la Copa. On voit pas vraiment les images parfois, où c'est long, etc. Bref, il y a deux choses il y a un contraste, mais globalement, on a quand même une vraie différence dans le jeu. Donc même les latéraux, c'est un jeu qui est beaucoup plus porté sur ta capacité à mieux attaquer que mieux défendre. Sachant que pour défendre, s'il faut donner un coup, s'il faut prendre un carton jaune, on le prendra. Et ça, c'est très... Le contraste est marqué. Sid, tu viens de nous offrir une première mondiale aujourd'hui. C'est historique comme émission. Un VAR à l'ancienne, on est rendu là. Ça fait facile parce que, écoute, je dis ça, là, puis je ris, mais c'est tout à fait pertinent. Moi, il y a un match qu'on a fait il y a quelques jours, 8 minutes de temps ajouté à la première mi-temps, quand il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de, il ne s'est rien passé, là. Il n'y a pas eu de changement. Tu as 8 minutes. Hey, je faisais le calcul, c'est pas loin de 20% de tes 45 premières minutes. Et là où ça devient, je poussais la réflexion avec Bandré Lefebvre, il faut que ça rentre dans le calcul à un moment donné, là, parce que tu ajoutes des 8 minutes comme ça. Il faudrait faire le calcul plus sérieusement, parce que 8 minutes sur la première mi-temps, on s'entend que c'est exagéré. C'est arrivé, mais c'est exagéré. Là, ça fait combien de matchs de plus que les gars jouent au final? Tu sais, pour la préparation physique, parce qu'on dit souvent que tu as des gars qui jouent 50, 55, 60, 65 matchs avec les rencontres en équipe nationale, mais c'est pas vrai, là. Maintenant, en minutes passées sur le terrain, c'est plus que ça. Je comprends que pendant le VAR, tu es arrêté puis tu attends qu'une décision soit prise, mais tu es quand même là, tu n'es pas au repos, tu n'es pas rendu en mode récupération. Donc, j'ai très hâte de voir si ça va évoluer dans le futur, mais c'est un très bon commentaire parce que c'est vrai que l'efficacité, du moins pour le téléspectateur, puis on en fait partie, nous, Jean, même si on est à la diffusion des rencontres, c'est nébuleux. Alors que du côté de l'Euro, c'est pas mal mieux fait. Là où les deux rencontres, les deux sujets se recoupent, par contre, je parle de à quel point c'est taxant physiquement pour des joueurs en Copa América ou qui passent plus de temps sur le terrain. Du côté de l'Euro, une des choses qui a vraiment retenu notre attention, Sid, c'est Pavard, Eriksen. J'ai l'impression que pour la première fois, là, on parle vraiment de la santé au sens large des joueurs, pas juste de blessures. Est-ce que je me trompe?
Oui, même si je pense que les blessures font partie Aussi. de l'équation. Je pense que Chiellini s'est Ouais, ouais. blessé, Fernandez Mhm, mhm. aussi, Castagne du côté de la Belgique, il y a un Hongrois, celui qui joue d'ailleurs en MLS, Gosdar, je pense, qui s'est blessé. Mais, Bref, mais ce que il je veux y a une dire, cascade. ce que je veux dire, c'est que on est en train d'avoir des discussions plus larges, là. Christian Eriksen, puis il y a une question qui nous a été posée d'ailleurs, on va y répondre tout à l'heure. Tu sais, c'est un Mhm. malaise cardiaque, là. C'est pas juste un coup ou une fracture. Du côté de Benjamin Pavard, de voir l'UEFA qui pose des questions au staff médical de l'équipe nationale française pour savoir pourquoi vous l'avez renvoyé sur le terrain. Puis là, la réponse, c'est ben, il n'a pas perdu conscience. Là, OK, mais faut-tu retourner voir le film de Will Smith? Là? Je veux dire, je peux pas croire, là, on est en Yeah. 2021. C'est comme la conversation, je pense, est en train de prendre un chemin un peu plus large que dans le passé. Tout à fait, tout à fait. En fait, mon point était que l'accumulation des blessures fait aussi qu'on réfléchit un peu plus Mmh. aux raisons de ces blessures-là, parce que là, je te parle simplement sur la première journée, sachant qu'on a aussi perdu des Ah joueurs oui, durant les camps de préparation, notamment tu Trent as raison. Alexander-Arnold. Donc, et je pense que là, il y a une forme de conscientisation sur maintenant, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'il y a autant de joueurs qui se pètent dans tous les sens? Parfois, au bout de 10 minutes, on a dû faire des changements, par exemple, du côté de l'Ukraine notamment. Donc, à ce moment-ci, je crois que avec effectivement les événements dramatiques de Rickson, qu'on s'interroge beaucoup plus sur ça. Et je crois que oui, la santé, que je mets en fait en parallèle un petit peu avec l'envie d'avoir plus de compétitions, plus de matchs, la Super League en titre d'un livre qui s'appellerait le Foot Business. C'est là que je crois que la conversation change grandement, alors que bon, on prenait un peu ces événements comme comme des phénomènes isolés, alors que c'est plus, on peut plus faire l'autruche. S'il y a autant de blessures, c'est qu'il y a des raisons vraiment structurelles à ça, et qui sont dans la multiplication des matchs, mais qui peuvent être aussi, et moi j'insiste sur ça, c'est sur les entraînements, les types d'entraînements qui sont faits, la fréquence des entraînements, les respects des temps de repos. Il y a beaucoup de choses qui sont pas prises en considération, je crois, et que maintenant il faudrait mettre à plat pour qu'on ait le meilleur spectacle possible, parce qu'on veut tous voir les meilleurs joueurs de chaque pays s'affronter, et les meilleurs joueurs de chaque club s'affronter. Et en fait, finalement, c'est nous qui sommes qui sommes victimes de ça, mais peut-être aussi nous qui sommes partie prenante Responsable. de ce Ben ouais. responsable aussi. Je sais qu'on va pas parler de ça par rapport à Ericsson, mais juste petite parenthèse. À un moment, je me suis senti mal. Il y a un moment où je me suis interrogé. J'ai dit, qu'est-ce que je regarde? C'est quoi? Pourquoi il y a un euro maintenant? Oui, il y avait des jauges de 20%, de je sais pas quoi, on est en pleine pandémie. Pourquoi ils sont en train de jouer au foot? Cette pensée m'a traversé l'esprit durant le malaise cardiaque de Rickson. Et c'est vrai que peut-être qu'en tant que supporter, il y a aussi cette responsabilité ou peut-être un engagement, un activisme qu'on doit avoir sur le fait que, ok, mais un peu trop de foot tue le foot. Et c'est là que je pense que l'enjeu de la santé voilà, c'est très large. Comme tu dis, la conversation augmente, mais il faut même encore, même quasiment même au-delà de la santé, sur comment ce sport doit s'organiser pour les 5, 20, 30 prochaines années. Ouais, c'est tellement une réflexion intéressante, Sid. Je vais t'avouer que tu me fais sentir cheap un peu par contre de maintenant enchaîner avec les excellentes performances de l'Italie puis de demander à Jean si c'est une surprise pour lui. En fait, Non, je suis déprimé. on aurait dû inverser les sujets là, parce que là, tu m'as amené sur un petit down qui est tout à fait légitime. Puis là, il faut qu'on resoigne ça vers le haut. Jean, parle-moi de l'Italie. Es-tu surpris de voir que Non, je suis trop des fois- déprimé. Je suis ben non, non, déprimé non, complètement. non, non. Écoute, va faire une dose sur la rue Saint-Laurent, là, dans la petite Italie à Montréal. Je suis pas mal certain que ta déprime, elle va disparaître parce que, waouh, hey, Yep. c'est tout ce qu'il y avait de plus italien en défense, avec une solidité admirable, mais après, ça joue. Ça joue. Moi, ce que j'ai aimé, c'est la fluidité du jeu, parce on a des équipes qui jouent là, on a des équipes qui jouent bien même. Il y a une fluidité dans le jeu. Ça va naturellement vers l'avant. Il y a du mouvement. Il y a continuellement des joueurs qui sont là avec des partenaires. On avait parlé la semaine dernière de ce milieu là, autour de Jorginho, Barella. Évidemment, la Catelli, parce qu'on en a parlé hier, on l'a vu hier, hein, mais c'est solide, c'est très, très solide. Spinazzola à gauche, wow, pas mal du tout. De l'autre côté, il y a Florenzi et puis Di Lorenzo, c'est ça? Ouais.
Non, non, c'est beau à voir, ça bouge vers l'avant, devant, ça n'arrête pas. Moi, je trouve que c'est assez facile de voir jouer cette équipe-là parce que il y a vraiment une envie d'aller, de créer, d'en faire encore plus. C'est vraiment une équipe qui se dit, waouh, on est, non, on s'exprime le mieux quand on est comme ça. Donc, on met pas de frein. On met pas de frein parce que c'est justement comme ça qu'on est en train de jouer notre meilleur jeu et qui le rend encore plus compliqué pour l'adversaire. Je trouve que c'est vraiment une belle surprise d'Italie. À quelque part, ça a peut-être été un cadeau déguisé, c'est de ne pas faire la Coupe du monde en Russie en 2018, puis là, tu es obligé de te regarder dans le miroir puis d'apporter des changements. Oui, je pense qu'il y a un travail de fond qui a été fait par Sarri. Non, c'est pas. Je confonds le nom du coach Mancini, pardon. Mancini. Donc, un travail de fond qui avait, il avait. Je pense qu'il y a plus d'une trentaine de joueurs qui ont fait la sélection italienne, peut-être presque 40, où il a fait une revue. Tu sais, il y a beaucoup de sélectionneurs qui arrivent avec des idées préconçues, où ils se disent voilà, je vais mettre ce 11-là et puis on va venir avec ça. C'est pas du tout ce qu'il a fait, lui. Lui, il a vraiment fait l'inverse. Il a fait on va tous vous voir et on va essayer de mettre en place la meilleure chose. Mais en parallèle, j'aimerais quand même souligner aussi l'excellent travail en Serie A, même si ça se matérialise pas forcément en Europe. Le championnat a vu des mutations tactiques. Je pense qu'on peut dire que même Atalanta est la locomotive de ces changements tactiques, un peu dans l'esprit de ce que faisait la Roma, de ce que fait parfois la Lazio. Donc on a des Naples, genre comme on a ce football qui n'est pas total, mais où il y a une débauche d'énergie et des mouvements qui sont assez admirables. Et je crois que c'est ce qu'on voit depuis 2-3 ans là, dans le championnat de Serie A. Finalement, là, voilà, l'équipe italienne devient vraiment le reflet de leur football, qui est, comme dit Jean, fluide. Milieu de terrain, même devant, ça bouge vraiment très bien. On est sur des valeurs très identitaires, parce que parfois on dit oui, il y a une uniformité du football européen, mais là, quand on creuse, on voit quand même que les grosses nations jouent très différemment au foot. Et c'est intéressant ce que fait l'Italie. Meilleure impression depuis le début de l'Euro, certainement. On va faire ça toutes les semaines jusqu'à la fin de la compétition, les gars. Vous allez nous donner votre top et votre flop de la dernière semaine. On va faire ça en mode express avant de passer aux questions qui nous ont été posées pour le segment Sujet chaud. D'abord, Jean, ton top de la dernière semaine à l'Euro. Mon top j'irai avec Pogba. Parce que Pogba, ce qu'il a encore montré, c'est sur un match contre l'Allemagne, mais j'ai l'impression de revoir la même chose. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une grande compétition nationale, il arrive et puis tout est facile. Il contrôle tout, regarde le but. Ça part d'un super ballon. Il y a quelques gestes techniques. En deuxième mi-temps, il y a cette ouverture qui va mettre... Enfin, le but qui est refusé à Benzema pour un hors-jeu Mbappé. Ça part d'un ballon qui est récupéré par Pogba au milieu de terrain, qui le récupère complètement de haut jeu. Et le geste qu'il faut remettre le plus vite possible, c'est pas exactement un contrôle orienté parce qu'il ne peut pas le faire, mais la façon qu'il a d'essayer de se remettre super vite dans le sens du jeu pour pouvoir faire jouer les autres au plus vite. Bon, il n'y arrive pas complètement parce qu'il est en jeu, mais c'est exactement ce qu'il faut faire pour battre une défense. Et son geste, qui a l'air compliqué, il le fait comme ça et tout de suite, il rajoute de la vitesse. Mais il rajoute. Et je comprends la frustration quand tu le suis en club, joue semaine après semaine, parce que tu le vois pas souvent, ce Pogba-là. Et puis, tu dis, mais c'est un casse-tête, ce gars. Où est-ce que tu peux le faire jouer pour qu'il rayonne comme ça? Parce que oui, il te récupère des ballons. Milieu polyvalent, milieu un peu plus défensif. Oui, mais tu vois la qualité qu'il a. À la limite, je dis, mais pourquoi pas le faire jouer en numéro 10 par moment? C'est vrai que tu te prives d'un certain nombre de... Mais il est trop bon par moment pour qu'on puisse essayer de le catégoriser quelque part. Je pense que personne n'a été encore capable complètement de trouver comment le faire rayonner au maximum. C'est ton top?
La VAR, j'en parlais tantôt par rapport à la Copa où, bon ça c'est le côté sombre de la VAR. Alors qu'à l'Euro, il y a eu des consignes très claires de l'UEFA, sur l'utilisation de la VAR. Le centre de commande est basé à Nyon, avec, vraiment pour objectif, effectivement de soutenir l'arbitre central, mais que l'arbitre central soit au cœur du jeu. C'est lui qui prend les décisions. On est simplement là pour corriger les erreurs, manifestes, comme nous on le connaît, hein, du côté de la MLS, mais qui était pas vraiment très bien appliqué, dans les différentes ligues, européennes. Donc là, on a une VAR qui va vite, une VAR qui prend des décisions, qui n'arbitre pas à la place de l'arbitre. Et cette première journée a été, vraiment, moi j'ai trouvé, c'est ça que la VAR doit être. Et si la VAR était ça depuis 2 ans, il y aurait eu beaucoup moins de débats. Et ça, il faut le souligner. Peut-être qu'il y a des choses à prendre. Un centre de commandement, ceux qui écoutent le hockey 100%. connaissent ça. D'ailleurs, c'est des points que tu avais souvent amené, Ouais. Oli, sur un centre de commandement, des consignes, des paramètres très clairs dans lesquels on utilise ou pas. Et après, de façon culturelle, vivre avec l'erreur. D'accord? Il y a des erreurs qui vont se faire. Les Français pensent qu'il y a penalty, sur, le tacle de Hummels. Très bien. Mais il faut aussi apprendre à vivre avec des décisions qui sont C'est prises ça. par le central. Et voilà, la VAR, est très intéressante. Ouais, l'idée, moi j'ai toujours les commentaires de Howard Webb. L'idée, c'est pas d'arriver à la perfection, c'est de réduire le nombre d'erreurs flagrantes qui ont été commises. Et en ce sens-là, je suis d'accord avec toi. La seule chose que je changerais, je comprends la volonté des arbitres assistants de ne pas lever le drapeau trop vite pour ne pas tuer une action de manière erronée avant qu'on laisse l'action suivre son cours. Mais il y a des fois où on attend trop. Puis je pense que ça prend, en bon français, là, un soccer sense pour savoir si c'est un attaquant qui s'en va vers Manuel Neuer. Puis Manuel Neuer, ça lui tente de sortir avec les coudes, les poings, les genoux puis les crampons en avant. Là. Tu peux avoir un accident grave à un moment donné. Puis je suis désolé, mais ça va être sur la conscience des arbitres assistants qui a pas toujours, je comprends, attends, assure-toi que tu sois, entre guillemets, protégé par la reprise vidéo. Il n'y a pas de problème parce que tu vas être le moins grand facteur possible sur une séquence, surtout sachant qu'une fois qu'on siffle, ben, c'est terminé. Tu ne peux pas aller au bout de l'action. Et savoir qu'à un moment donné, ça devient dangereux et il faut que tu protèges les joueurs. Moi, c'est la seule chose que je verrais à améliorer là-dedans. Ton flop maintenant, Sid? Arnautovic, son insulte, aux joueurs de la Macédoine du Nord, c'est les pires heures de l'Europe en fait. On voit tout le temps que c'est un continent qui s'est chicané pendant un millénaire et je trouve ça très attristant, lorsque on ramène ces conflits, sur un terrain. Donc il a été suspendu par l'UEFA, il s'est excusé, mais voilà, je pense que il faut garder le football dans ce que c'est et éviter, parfois cette politisation des comportements. Donc ça m'a vraiment dérangé, sa réaction et je pourrais dire en top, Alaba qui lui a fermé sa bouche, de façon assez virile et j'ai trouvé ça très appréciable de la part du capitaine autrichien. Ouais, deux choses que je retiens dans le cas d'Arnautovic, c'est le classique, j'ai pas eu de propos racistes, j'ai des amis partout dans le monde. OK, c'est beau. Puis la deuxième chose, c'est Arnautovic serait la cible de Bologne et éventuellement du CF Montréal. On va juste vous laisser mijoter ça pendant quelques semaines, puis on verra si à un moment donné, ça se matérialise avec quelques décisions que ce soit. Okay. Jean, ton flop maintenant sur la dernière semaine à l'Euro? Je vais rester là, au niveau du jeu, la Turquie, parce que ce qu'ils avaient, bon, ils avaient fait quelques bons coups en qualification, ils ont trop battu la France. Conjointement, ils ont fait des très bons matchs en qualif Coupe du Monde, en particulier une victoire face aux Pays-Bas qui avait été assez impressionnante. Il y avait vraiment un renouveau, à la fois parce qu'au niveau de la ligue locale, on les suit. Il y a eu vraiment depuis 3-4 ans du travail qui a été fait solide, et parce qu'en plus, à côté de ça, il y a de plus en plus de joueurs qui vraiment s'exportent et puis qui sont solides. D'habitude, on voyait 3-4 en Allemagne, rarement dans les meilleurs clubs, et puis c'était difficile. Là, maintenant, tu es en première ligue, à Lille, clairement, et tu disais, OK, c'est une équipe qui est en train de trouver vraiment sa place et de façon régulière, pas simplement par séquence, par petits moments. Et là, ce qu'elle a montré sur ces deux premiers matchs, avec peu d'ambition lors de ton premier match contre l'Italie, seulement quand tu fais ça
sur les matchs, tu le payes sur les 2 suivants parce que tu ne vas pas te rattraper. Hein, tu ne peux pas te rattraper. Et c'est arrivé. Et regarde le match contre le Pays de Galles ensuite. Il n'y a rien qui a été réglé. Tu te disais, OK, ils ont été comme ça contre l'Italie, ils vont sortir un peu plus. Ça n'a pas été vrai du tout. Donc, parce que d'un seul coup, ils avaient l'impression de débuter le tournoi lors de leur deuxième match. Et ils ont été piégés comme des innocents, complètement par un ou deux systèmes gallois qui n'ont pas été compliqués à anticiper ou à lire. Enfin, franchement, moi, je m'attendais à beaucoup mieux. On en parlait la semaine dernière, justement. Et non, très déçu, très déçu. Non, avec ce qui a été le plus difficile à anticiper côté gallois, c'est dans quelle rangée du stade le penalty de Gareth Bale va se ramasser. Mais ça, c'est un autre dossier. Gareth Bale a quand même 2 passes décisives dans ce match-là. Donc, on va rendre à César ce qui revient à César, puis faire les comparaisons avec Roberto Baggio quand les comparaisons s'appliquent. Dans ce cas-là, les deux s'appliquaient. On y va avec nos sujets chauds. Une première question, Sid, qui vient de Christophe Angel. Question intéressante dans le contexte actuel. Christophe nous demande le jeu plutôt unidimensionnel de Samuel Piette lui barre-t-il la porte d'un retour comme titulaire avec le Canada, puisque les 3 derniers matchs, il les a passés sur le banc, ou est-ce que c'est plutôt un cas où on le verra plus utile face aux grosses nations comme le Mexique et les États-Unis pour appuyer ou solidifier la défense canadienne? Excellente question. C'est vrai qu'on a vu un système à 3 contre Haïti où on peut se permettre peut-être d'être dans cette configuration-là pour Erdmann. On voit un rôle un peu hybride d'Osorio qui parfois vient même quasiment sur la ligne de défense centrale pour ressortir le ballon. Je ne sais pas forcément si il faut lire au-delà de la circonstance des matchs. Je trouve que unidimensionnel, je trouve que c'est vraiment sévère comme appréciation de Samuel Piette. Mais il y a de la concurrence, en sélection, et je pense que c'est à lui de faire valoir qu'il peut apporter. Maintenant, voilà, j'ai pas été plus que ça impressionné par ses concurrents, je dirais, au milieu de terrain. Kay a joué au milieu de terrain, et Stakio. Je crois qu'il y a vraiment de la place pour Samuel Piette et pas forcément juste dans configuration. On sera en mode de défendre et là, on a besoin de Piette pour bétonner. Jean, rapidement, tu voulais ajouter quelque chose? Non, justement, il va y avoir un moment, c'est clair, durant tout, parce que ce sont des longues, ce tour final, il est long. Il y aura des moments où il y aura besoin de lui, clairement. Ensuite, dans quelle configuration exactement pour faire quoi, je ne sais pas, mais je pense qu'il y aura clairement besoin de lui. On a vu Kay, on a vu Astakio, combien fait le travail, mais il est certain qu'il va falloir peut-être même leur adjoindre sur certains matchs à Samuel Piette d'ailleurs, parce que non plus, je ne suis pas d'accord avec le côté unidimensionnel. Je pense qu'avec eux deux, c'est un stabilisateur, véritablement, Samuel Piette. Et qu'il y aura des moments où il y aura absolument besoin de lui, pas à la place d'eux, mais en complément des autres. Oui, et quand Jean dit que ça va être long, ça va être lourd, ce dernier tour de qualification, au final, tu joues en mode aller-retour. Tout le monde est dans le même groupe et c'est 14 matchs. Tu en joues 7 à domicile, 7 à l'extérieur, une fois contre chacune des autres équipes de cet octogone. Ça va se jouer du mois de septembre au mois de mars, si je ne me trompe pas. Donc, prenez juste en considération que là-dedans, tu as l'entre-saison, MLS aussi. Donc, c'est vrai que ça va être un calendrier très chargé pour les internationaux canadiens. Jean, maintenant, la deuxième question vient de Dominique Leduc qui nous fait ça en mode express. Puis, tout est là. Okay. Sergio Ramos s'en va où? Alors, il vient de partir donc, contrat terminé avec le Real. Il y a 2 types de pistes. Il y a le big contrat, Manchester City, PSG. En gros, il n'y a que l'autre que j'ai vu qui est plus un truc de cœur, qui serait un retour à Séville. Qui serait beau. C'est quand même assez classe de la part de Sergio Ramos. Mais il ne faut pas cracher sur une possibilité PSG Manchester City. Clairement, sont les 2 équipes qui ont les moyens de le faire. Actuellement, je penserais Manchester City. Manchester City. Vous l'avez entendu ici en premier.
Jean Gounel, déclaration, sweeping declaration. Sergio s'en va à CT. Sid, il y a Michael Forcier qui nous amène dans le giron du CF Montréal en nous demandant les partisans, ça j'ai hâte de t'entendre là-dessus. Les partisans ont-ils raison de s'indigner du retrait par Photoshop? En tout cas, on utilise quelque chose, je présume que c'est Photoshop, Michael. Du logo de l'Impact sur le maillot de Binks et le T-shirt de Thierry Henry dans les communiqués annonçant leur départ respectif. Là, pour expliquer pour les gens qui n'auraient pas vu passer, la raison pour laquelle c'est ces deux personnes-là, c'est qu'on ne les a pas vus encore en 2021, donc on utilise des images de l'an passé où c'était avant le rebrand, l'équipe s'appelait encore l'Impact, c'était le logo de l'Impact, et quand on communique, on enlève le logo. Qu'est-ce que tu penses de l'indignation des supporters? Est-ce que c'est justifié ou est-ce qu'on ne comprend juste pas qu'on a passé à un autre appel? C'est une tournée comme ça, c'est compliqué, mais de toute façon, ils ont raison de s'indigner. Je suis pas là pour leur dire qu'ils ont tort de s'indigner. Ils s'indignent sur ce qu'ils ont envie de s'indigner, ça c'est pas vraiment mon problème. Mais je pense que du point de vue de Montréal, c'est pas forcément adéquat de retirer le logo. Ça fait partie de leur histoire. Il y a peut-être aujourd'hui, 2-3 équipes de la Ligue qui n'ont pas changé de logo, New England Revolution, et qui sont déjà en grosse rumeur de le changer. Ils ont tous changé de logo dans MLS. C'est des commandes qui viennent d'en haut et qui sont constitutifs de cette ligue-là. Mais même à l'échelle européenne, tous les plus grandes équipes changent de logo, plutôt assez fréquemment même d'ailleurs. Donc, je crois qu'en faisant ça, ils appuient un peu sur le bobo et ça crée des débats qui je sais pas qui font rien avancer et qui sont parfaitement évitables. Donc dans cette optique-là, je pense que c'est une forme de gêne et ça amène regardez le commentateur de la BBC quand Raitala il est rentré, il a dit Impact Montréal. Bon, c'est pas très constructif tout ça, selon moi. Donc, je pense pas qu'ils doivent agir comme si ça les gênait de voir l'ancien logo. Dans 2-3 ans, ils pourraient encore changer de logo. C'est correct, ça change rien. Ouais. C'est l'équipe professionnelle de montréalaise. Puis point. Je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Pour moi aussi, c'est évitable. Et le fait je me suis pas trop posé la question quand c'est arrivé avec Thierry Henry. C'était frais, toute cette histoire-là. Mon feeling, c'était qu'on voulait vraiment se détacher, on voulait marquer le coup. Mais là, quand c'est arrivé avec Binks, je pousse la réflexion, Sid, puis je t'envoie une question champ gauche à laquelle j'ai essayé d'avoir une réponse. J'en ai pas eu encore. Je travaille là-dessus, mais je ne sais pas si on va le savoir un jour. Est-ce que le CF Montréal a le droit d'utiliser le logo de l'Impact dans ses publications? Écoute, si je me base sur le reste de la ligue et la façon dont parfois ils honorent leurs anciennes légendes, parce qu'on voit souvent des publications de ce type-là, on voit circuler des anciens logos. On est d'accord. On est tout à fait d'accord là-dessus, mais moi, je me suis juste posé la question à savoir, est-ce que tu as quelqu'un maintenant qui est propriétaire du trademark, du brand, et qui fait en sorte que tu ne peux pas publier des trucs avec ça dessus? Je pose la question parce que pour moi, tu as parlé d'appuyer sur le bobo. C'est pas appuyer, là. C'est prendre un mini scalpel puis le réouvrir pour aucune raison. Tu sais, je comprends pas le upside et où. Tout le monde va comprendre que Thierry Henry, c'est l'ancien logo. Tu as pris une photo de l'année passée. Écoute, moi, j'ai des photos de moi quand j'avais des cheveux. Là. Maintenant, je m'en vais pas sous Photoshop pour m'enlever les cheveux puis me remettre chauve quand j'avais 17 ans. Tu sais. Puis ça change pas. Puis pourtant, ça cadrait parfait. Tu le sais que ça va durer 6 mois, 1 an. Puis après ça, il n'y en aura plus des gars qui sont partis puis tu n'as pas de photo d'eux sur le terrain avec le nouveau logo. J'ai vraiment de la difficulté à m'expliquer. Puis c'est là où je me suis dit, c'est peut-être pour des raisons légales et ils n'ont pas le droit, entre guillemets, d'exploiter le logo et le trademark Impact de Montréal avec des nouvelles publications. Si c'est le cas, ben là, ça s'explique. Si c'est le cas, ben dites-le. Puis si c'est le cas, qui est propriétaire du trademark Impact? Puis là, c'est 100% de la spéculation. Là. Et c'est juste que j'en viens aux mêmes conclusions que toi. Pourquoi? Ça sert à quoi? Y a-tu vraiment
à quelque part un avantage d'effacer littéralement le logo pour lequel Louis Binks a joué? Bref, on va essayer de trouver la réponse plutôt à cette question-là. Mais c'est possible, parce qu'il y a eu des fois dans le passé où on n'a pas eu le droit d'utiliser l'image de marque de l'Impact ou d'autres clubs pour une autre organisation. Est-ce qu'on est dans ce cas-là où c'est tout simplement une volonté de se distancer encore plus de l'Impact, Feu, Impact? On le saura peut-être au cours des prochaines semaines, des prochains mois. On termine, Jean, avec Yannick Massicotte qui nous pose la question concernant Christian Eriksen. On en parlait tout à l'heure. Il recevra un pacemaker suite à son effondrement. Sa carrière, est-ce que c'est terminé? Est-ce que tu as des comparables dans ta tête de gars ou de filles qui ont eu des scénarios, qui ont vécu des scénarios pareils et qui soit s'en sont remis ou n'ont pas été capables de s'en remettre? Non, avec des joueurs qui ont connu des accidents sur le terrain, oui, clairement. Avec ce qui se passe là dans le cas d'Eriksen et donc placer et installer on ne sait pas d'ailleurs ce qu'ils appellent un heart starter. On ne sait pas encore si ça va être un pacemaker ou comment ça s'appelle, ou l'équivalent d'un défibrillateur. Ouais, c'est ça. Donc on ne sait pas encore lequel et on ne sait pas encore s'il va être capable de reprendre quel type d'activité physique il va pouvoir reprendre, que ce soit quotidienne ou que ce soit de très très haut niveau. Donc pour l'instant, non. Je t'avoue que je ne sais pas. Ce qui est d'abord clair, c'est que on se rend compte clairement que c'est qu'en testant encore et encore qu'on arrive à découvrir des faiblesses ou des problèmes qui peuvent passer. Appelle-toi Nwankwo Kanu. OK. Au moment de son transfert à l'Inter, on se rend compte qu'il a une faiblesse, malformation cardiaque. OK, il vient de passer X années à l'Ajax. Il vient de réussir des trucs incroyables avec le Nigeria, etc. OK, donc quelque part, il est passé au travers de une ou deux des... On considérait que l'Ajax, c'est comme médicalement, c'est assez solide, merci. Mais que c'est possible. Et c'est pas, tu vas pas dire, ils n'ont pas fait leur boulot. Non, clairement, il y a quelque chose qui est passé au travers parce que les protocoles ou les tests sont... Bon, ça remonte à quand même il y a un peu plus de 20 ans, hein, mais il reste encore un problème. Alors, je cherchais un petit peu et je me rends compte qu'il y a une résistance parce que les tests, et en particulier pour des jeunes joueurs, coûtent cher. Wow. Okay, vous voyez où on veut en venir là, hein? D'accord. Mais clairement, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de conditions, de maladies qui passent au travers et qui peuvent créer des situations comme on a pu voir samedi dernier. Bon, mais ouais, il faut faire cet effort-là pour continuer de tester et continuer de faire tous ces efforts. Bon, ça dit, pour Eriksen, écoute, non, la réponse, c'est je ne sais pas. Je ne sais pas encore. Clairement, l'idée, c'est essayer de lui offrir les meilleures conditions possibles pour continuer à jouer. Je sais que Kanu, mais on ne parle pas de la même chose. Kanu avait pu jouer. Il y a eu une intervention médicale et ensuite, 6 mois après, il a pu recommencer petit à petit à se relancer et il a rejoué puisque ensuite il est allé à Arsenal. Ça a complètement été. Est-ce que dans le cas d'Eriksen, ça va être possible? Je ne sais pas, mais disons que dans c'est assez optimiste d'une façon générale actuellement. Est-ce que ça le sera jusqu'au bout? Je ne sais pas. Mais pour l'instant, on en est là et disons que actuellement, c'est possible. Oui, et quand tu dis que les tests coûtent cher, à quelque part, quand tu es passé par Tottenham, qui a un nouveau stade qui coûte quoi, 2 milliards de trilliards de billions de milliards d'euros ou de pounds, à quelque part, ton test, là, vous savez quoi faire. Puis je suis pas en train de dire que Tottenham est passé à côté de ses tests médicaux, mais c'est une excuse. Non, mais... Il vaut peut-être pour certains championnats reculés avec des moyens très modestes, mais pas les championnats par lesquels Christian Eriksen est passé. Sid, tu voulais ajouter quelque chose là-dessus en terminant?
que Daley Blind joue avec un pacemaker, donc le joueur de. Là, ils sont en ce moment avec le Pays-Bas. D'ailleurs, il a eu de grosses difficultés à jouer, enfin à dormir, de jouer. C'est pour ça qu'il est sorti en pleurant, parce qu'il était très, très, très affecté par la situation. Mais lui, il joue avec un pacemaker. Il a eu un malaise aussi avec l'Hertha Berlin en 2019, quelque chose comme ça. Et puis, donc voilà. Je ne sais pas du tout si la carrière de Eriksson, je ne sais pas, parce que chaque cas est différent, mais il y a eu des situations où la possibilité de jouer avec soit un pacemaker ou soit un défibrillateur implanté qui aurait deux rôles de ralentir parfois les battements du cœur ou de faire le choc lorsque le boss. Oui, très bonne précision. J'avais oublié le cas de Daley Blind. Merci de nous le rappeler. Sid, en terminant, les gars, au cours de la prochaine semaine, je vous donne tout un défi, mais mettons une chose, Jean, que tu vas surveiller. Écoute, c'est uniquement anecdotique, hein? Mais vendredi, il va se passer quelque chose pour la première fois dans l'histoire du foot. Les deux plus fortes et les plus vieilles rivalités au niveau national auront lieu en même temps. Angleterre-Écosse et Argentine-Uruguay. Il n'y a pas plus vieux, il n'y a pas plus fort. Tu peux mettre n'importe quoi. Et pour la première fois, ils vont avoir lieu en même temps, le même jour, en compétition. Je trouve que c'est il n'y a pas de... C'est anecdotique. Il n'y a pas de truc comme ça, mais ça permet de revenir un petit peu, de parler un petit peu d'une autre époque. De l'histoire des compétitions. Ça tombe dans la même catégorie que quand tu nous avais dit qu'on allait surveiller Brentford. Félicitations, Jean, tu nous sors toujours quelque chose d'un peu champ gauche comme ça. Pour toi, Sid? Complètement au hasard, France-Hongrie. Oui, au hasard. Parce que tu es un gros fan de la Hongrie. Sid, je peux pas. Je te le pardonne juste parce que tu nous as sorti le pacemaker de Daley Blind il y a 2 minutes. Sinon, je ne te le pardonnerai pas. Les gars, merci. C'est toujours un plaisir de jaser avec vous. Merci à vous à la maison, de nous avoir écoutés et de nous poser vos questions. Continuez de le faire tout au long de la semaine sur Twitter avec le hashtag LDSF. Continuez également de partager le contenu sur le rds.ca et sur iHeartRadio. On vous souhaite une excellente semaine.